Cette présentation sera consacrée à une partie du roman médiéval, essentiellement au roman du XIIe siècle. Le XIIe siècle est marqué par le développement de romans inspirés par les grands textes antiques, qui seront l'objet d'une première partie. Dans une deuxième partie, nous verrons l'un des auteurs les plus connus de la littérature médiévale française, Chrétien de Troyes. Commençons par faire le point sur le terme de matière. Il s'agit d'un terme spécifique employé pour parler de la littérature médiévale. La matière désigne le matériau de l'œuvre, c'est-à-dire ses thèmes et les sources d'inspiration que les auteurs utilisent pour leur œuvre. Le travail de l'écriture consiste à façonner cette matière. Au XIIe siècle, de nombreux auteurs puisent dans les textes antiques pour écrire leurs œuvres. Ainsi, de nombreux textes narratifs antiques sont repris et réécrits pour être adaptés à la mode médiévale. Ils sont mis en roman. N'oublions pas que le terme roman désigne les langues parlées en Gaule. Donc, mettre en roman, c'est prendre des textes latins pour les mettre en langue romane. Il ne s'agit pas de traduction fidèle, bien au contraire. Les textes antiques sont librement adaptés et subissent de nombreuses modifications pour correspondre à la société médiévale. Enfin, à cette époque, les romans sont toujours en vers et non en prose. Mentionnons quelques textes célèbres. Le roman de Thèbes, dont le premier manuscrit date approximativement de 1150 et dont l'auteur nous est resté inconnu, est librement adapté de la Thébaïde du poète latin Stas. Il y reprend l'histoire de la célèbre ville de Thèbes où se déroule le mythe d'Édipe. Le roman se concentre sur les guerres fratricides qui opposent les fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice. L'auteur de l'Énéas, également anonyme et dont le manuscrit est daté approximativement de 1155, procède de même en adaptant l'Énéide de Virgile, qui raconte les voyages et les exploits du Troyen aîné, un rescapé de la guerre de Troie, qui est parvenu à s'échapper de la ville tombée aux mains des Grecs. Son histoire fait partie des récits fondateurs majeurs, car Énée est considéré comme l'un des fondateurs de Rome. Enfin, le roman de Troie par Benoît de Sainte-Maure, dont vous trouverez des extraits dans votre brochure de la page 47 à 49, relate l'histoire de la célèbre guerre de Troie. Dans le prologue, Benoît affirme s'appuyer sur des sources historiques, et non sur Homère, pour nous livrer la véritable histoire de cette guerre. Il affiche explicitement une volonté didactique. S'il a traduit ce texte du latin, c'est pour transmettre un savoir historique au plus grand nombre. Il ne faut toutefois pas être la dupe de ces prétentions historiques. En effet, il ne s'agit pas de faire une reconstitution archéologique du passé, ni de transcrire les faits tels qu'ils se sont déroulés. L'anachronisme est de règle, et les auteurs des romans antiques ont systématiquement adapté leurs textes sources, dont les histoires se déroulent dans un monde païen, pour que leurs romans correspondent davantage à la société médiévale et chrétienne. Plus que de reconstituer le passé, il s'agit à travers l'Antiquité de faire vivre un espace-temps idéal, sans souci de vérité historique, pour mener une réflexion sur de grands sujets, comme la naissance des empires, grâce à l'histoire largement mythifiée de Rome par exemple, ou au contraire de la ruine des grandes cités. Ça, c'est l'histoire de Thèbes ou de Troie. Ces romans sont donc l'occasion d'une réflexion sur le pouvoir. Nous y trouvons des considérations politiques qui résonnent dans les cours médiévales, par exemple sur les fondements du pouvoir, sur son juste exercice et sur ses limites. C'est également l'occasion de présenter les rois médiévaux comme les dignes descendants de ceux de l'Antiquité, et ainsi de légitimer leur pouvoir. N'oublions pas que les clercs sont alors souvent attachés à une cour et donc financièrement dépendants de ce pouvoir. Par ailleurs, les auteurs insèrent dans leurs récits de nouvelles thématiques et de nouvelles valeurs qui n'étaient que peu présentes dans les textes antiques. Et même peu, voire complètement absentes des chansons de geste, comme les valeurs de la courtoisie par exemple. Les histoires d'amour comme celle d'Énée et de Didon dans le roman de Thèbes prennent ainsi une place considérable et inédite
et deviennent également des sujets de réflexion. La deuxième partie de cette présentation sera consacrée à l'un des auteurs majeurs de la littérature médiévale française, Chrétien de Troyes, et à la matière de Bretagne. On ne sait que très peu de choses de la vie de Chrétien de Troyes, comme c'est le cas pour la plupart des auteurs médiévaux. On sait toutefois qu'il a écrit dans le dernier tiers du XIIe siècle, qu'il était clerc et qu'il a officié au moins dans deux cours, la cour de Champagne et la cour de Flandre. Chrétien exploite la matière de Bretagne, c'est-à-dire qu'il puise dans les légendes bretonnes et celtiques pour composer ses romans, et non dans l'Antiquité comme on l'a vu jusqu'ici. Ces sources bretonnes, issues d'une christianisation partielle des légendes celtes, sont essentiellement orales. Mais on trouve également une source écrite importante, le roman de Brut de Waas datant de 1155, qui est lui-même une traduction d'un texte latin d'un clerc anglais, Geoffroy de Monmouth, Historia Regum Britanniae de 1136, qu'on peut traduire par l'histoire des rois de Bretagne. Dans cette histoire, Geoffroy de Monmouth établit une filiation entre Troyes, Rome et l'Empire breton, qui aurait été fondée par un descendant d'Aîné, le prince troyen. Il fait ainsi des rois de Bretagne les héritiers des empires antiques. Il s'agit encore d'un procédé de légitimation. La matière de Bretagne se caractérise par un entremêlement du chevaleresque et de l'amour que l'on retrouve dans les romans de Chrétien de Troyes. Il s'agit toujours de romans écrits en vers, en octosyllabes à rime plate, comme vous pouvez l'observer dans les extraits des romans de Chrétien proposés dans votre brochure, de la page 49 à 58. Vous avez ici les titres des romans de Chrétien de Troyes. Érec et Énide, datant de 1170, Cligès de 1176, Le Chevalier de la Charrette ou le Lancelot de 1178, Le Chevalier au Lion ou Yvain, que l'on date entre 1177 et 1181, et Le Comte du Graal ou le Perceval resté inachevé. Son œuvre est sans doute plus étendue, mais de nombreux manuscrits médiévaux ne comportant pas de mention d'auteur au sens moderne, il n'est pas toujours aisé de les attribuer. Les prologues sont souvent riches en informations et permettent d'identifier l'auteur et le commanditaire, comme dans celui du Chevalier de la Charrette, page 53. Celui de Cligès, page 52, mentionne d'autres œuvres qui seraient de Chrétien. Mais il existe également de nombreux textes qui ne comportent aucune de ces informations et restent donc à ce jour anonymes. Ces romans présentent une certaine unité. La plupart des romans de Chrétien de Troyes mettent en scène l'univers arthurien. Les personnages sont ceux des chevaliers de la table ronde réunis autour de la figure du roi Arthur. On trouve en général dans ces romans un même fond de personnages, la reine Guenièvre, les chevaliers Lancelot, Perceval, Gauvin, pour ne citer que les plus célèbres. L'action se déroule dans un espace-temps particulier, le royaume de l'Ogre, royaume légendaire fabriqué par Geoffroy de Monmouth, même s'il peut aussi avoir des inspirations réelles, comme la fameuse forêt de Brocéliande dans l'actuelle Bretagne. Les espaces ont une portée symbolique forte. Les forêts en particulier représentent un lieu d'aventure pour le chevalier. Les chemins, les clairières, les rivières à traverser sont autant de lieux qui ont une signification symbolique et qui mettent à l'épreuve le chevalier. La forêt est un lieu habité par le danger. En se confrontant à ce danger, le chevalier peut ainsi prouver sa valeur. Toutefois, à côté de l'honneur lié aux exploits du chevalier, l'amour est devenu une valeur essentielle. L'amour fait partie intégrante de l'éthique chevaleresque des personnages. C'est lui qui peut pousser les chevaliers aux prouesses et aux sacrifices. Voyez par exemple la célèbre épreuve de la charrette que Lancelot doit surmonter pour Guenièvre, page 53-55 de votre brochure. L'amour et l'aventure peuvent également entrer en conflit, comme en témoigne la complainte d'Énide à Érec, page 51, où le chevalier est accusé de récréance,
c'est-à-dire de délaisser les armes pour rester auprès de sa dame. La matière de Bretagne est imprégnée par le merveilleux. Le merveilleux mêle réalité et surnaturel, et cet entrelacement est accepté par les personnages. Par ailleurs, l'époque où se déroulent ces romans de chevalerie reste indéterminée, renforçant le caractère mythique et légendaire de ces récits. Enfin, les romans de chrétiens sont marqués par une nouvelle exigence esthétique. Par rapport aux romans antiques, l'exigence didactique est reléguée au second plan. Elle ne va pas jusqu'à disparaître, mais elle doit se combiner avec une exigence esthétique explicitement affichée par Chrétien, notamment dans le prologue d'Érec et d'Énide, page 50. Il entend bien faire une fort belle composition, pour reprendre son expression, et il montre ainsi qu'il est conscient de son talent particulier d'écriture, ce qui ne va pas de soi pour un clerc du Moyen Âge. La quête est le motif le plus utilisé par Chrétien dans ses romans. Elle structure ses récits. Le héros typique est un chevalier errant dans la forêt, à la recherche d'une aventure qui lui permettra de prouver sa valeur, afin de parvenir à conquérir l'objet de son désir ou à obtenir une reconnaissance. La quête qui deviendra vraiment centrale sera celle du Graal. Au départ, on ne sait pas vraiment ce que c'est que ce Graal. Il est d'abord identifié à un calice ou à un vase aux propriétés magiques. Mais cette quête est avant tout symbolique. La quête du Graal est une quête de sens. Et c'est précisément parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est le Graal qu'on le désire. Le dernier roman de Chrétien, Le Conte du Graal, est inachevé et laisse de nombreuses questions en suspens, notamment celle de la nature du Graal qui n'est jamais précisée. Cela va donner lieu à de nombreuses continuations de la part d'autres auteurs qui vont christianiser le Graal en faisant le vase dans lequel aurait été recueilli le sang du Christ. C'est le cas par exemple de la version de Robert de Boron, écrite entre 1200 et 1215, le roman de l'histoire du Graal ou de Joseph d'Arimathie. L'œuvre de Chrétien III fait fortune et connaît de très nombreux continuateurs, en vers d'abord et ensuite en prose. L'histoire du Graal et de sa quête notamment fascine. Cependant, les récits de chevalerie et l'œuvre de Chrétien III connaissent ensuite une éclipse. De la Renaissance au siècle classique, époques qui ont largement dédaigné les œuvres médiévales. Les récits de chevalerie seront largement parodiés, de Rabelais au XVIe siècle à Cervantes et son fameux Don Quichotte, datant du tout début du XVIIe siècle. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le Moyen Âge et l'œuvre de Chrétien III connaissent un regain d'intérêt. À l'époque contemporaine, l'univers du roi Arthur continue à être adapté et ses personnages font partie de la culture occidentale commune. Plus généralement, l'imaginaire des romans de chevalerie médiévaux est encore largement exploité et connaît une certaine fortune au cinéma et dans les séries télévisées.